Reviennent sur ce package historique. 1000 milliards de dollars pour Elon Musk, qui est déjà l'homme le plus riche du monde, hein, on le rappelle, qui pourrait devenir le premier trillionnaire. C'est des choses qu'on n'imagine pas. Alors là, en termes de disruption, André, on est sur une autre planète. On est sur une autre planète. En gros, ce qu'il faut voir, c'est que c'est une espèce de projet de civilisationnel qu'il a, puisque l'idée, c'est de créer une plateforme qui fera des robots, des solutions de mobilité, un système d'information. Donc là, on est vraiment dans la disruption majeure. Alors, beaucoup de gens critiquent ce plan, par sa démesure, mais également parce que ça risque d'inciter Elon Musk à prendre encore plus de risques. Oui. Mais je pense aujourd'hui qu'on est vraiment dans un monde où, contrairement à ce qu'on peut penser, mais on l'a un petit peu évoqué avec le budget, c'est en ne prenant pas de risques qu'on est sûr d'obérer l'avenir. On n'est pas sûr, en faisant des paris, qu'on va y arriver, mais en tout cas, on est bien parti pour ça. Moi, je crois qu'aujourd'hui, Musk... Je déteste le dire parce que je n'aime pas le personnage lui-même, j'aime pas son côté quasiment un peu fascisant par certains aspects, en tout cas un peu totalitaire. Et interventionniste sur le plan international. Bien sûr, oui. mais voilà, il nous fait à nouveau une démonstration qu'il faut en permanence se réinventer et que ceux qui l'avaient déjà après sa rupture avec Donald Trump un petit déjà mis de côté, non, il est bien là et en plus il arrive à embarquer toute une génération d'entrepreneurs, ces investisseurs, c'est assez prodigieux. Il faudrait rentrer un peu dans le détail de ce... C'est l'avant-garde. C'est ce que j'allais vous demander. Oui, je ne sais pas qui veut, Ludovic, peut-être, parce que c'est pas... Bon, c'est 1000 milliards, c'est pas un chèque en blanc. Hein. Non, c'est pas un chèque en blanc. Ça va être compliqué quand même d'y arriver. Il y a des étages à la fusée, c'est un peu comme SpaceX, quoi. Finalement, il y a des étages à la fusée, mais peu importe. 12 étapes. Les 12 travaux d'Elon. Ces étapes, parce que je pense qu'il y a un peu du marketing dans la façon dont tout ça est raconté. C'est ça. Et ça fait partie de l'objet. Mise en scène. Ce qui est intéressant dans ce que dit André, c'est peut-être de creuser. Il y a l'initiative qu'on connaît tous. Bon, Tesla, ok, SpaceX, mais qui est déjà une réussite. Hein. SpaceX, on aurait fait une émission il y a une dizaine d'années ensemble, on serait dit, waouh, vraiment, il est culotté. Je rappelle, SpaceX, 134 lancements l'année dernière, 3 pour l'Europe. Donc il y a quand même, on va dire, Elon Musk, quel que soit le personnage et quel que soit le côté antipathique de ce personnage, il y a des réussites pour lui. Il y a deux dossiers quand même qui sont intéressants dans ce plan aux 1000 milliards. Il y a le premier, c'est le dossier autour de la robotique avec Optimus. C'est-à-dire que là, c'est pour le coup, c'est quelque chose qui a été moins pris, moins vu jusqu'à maintenant, avec des ambitions très fortes, parce que Elon Musk parle de production jusqu'à 1 million de robots. 1 million de robots humanoïdes, 1 million de robots taxis. Et c'est des produits qui sont affiché aujourd'hui potentiellement à peu près à 20 000 $ pièce, c'est pas des petites choses. Et puis il y a aussi le véhicule autonome qu'on connaît déjà dans 2 villes aux États-Unis, Austin et San Francisco, le Cybercab, qui va être étendu de ça. Qu'est-ce qui est intéressant par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que il y a la France. On va prendre l'automobile, où on en est à faire des réunions avec la plateforme automobile en disant oh là là, il va falloir décaler 2035. On s'est mis dedans, en gros. Voilà, on n'a pas géré le virage de l'électrique. Donnez-nous encore un peu de thermique et tout ça. Et là, il y a une réponse qui est disruptive, mais qui est le coup d'après. En fait, qui est le coup d'après qui permet de prendre la main probablement par rapport aux Chinois sur la robotique et sur la voiture, en disant le coup d'après, c'est le véhicule autonome. Et en fait, en France, on est encore en train de se battre sur le moteur de Dion Bouton. Donc voilà, c'est une réalité. En fait, c'est une réalité. Donc et c'est là où l'impulsion. Et franchement, on n'est pas à la hauteur, ni politiquement, et là je parle vraiment au plan européen, parce que des ruptures sur le véhicule autonome, où on a tous envie, en fait, de demain de se dire, on va partir le soir, rentrer en week-end, peu importe, avec une voiture, on s'assoit dedans, et il n'y a rien à gérer. Franchement, c'est un monde qu'on a plutôt envie d'acheter. Vous êtes gentiment en train de nous dire qu'on va pouvoir picoler en soirée, tranquille, bientôt, grâce à des voitures autonomes, mais je vous vois venir, les problèmes du samedi soir seront réglés. Quand on voit où en sont, la sécurité pour tous, toujours avec modération, bien sûr. Pour citer ces chiffres-là, il faut bien voir, aujourd'hui, Renault, Stellantis, Volkswagen, ensemble, c'est 13 millions de véhicules. Là, ils visent 20 millions avec une seule marque. Donc, oui. C'est 8,5 millions aujourd'hui, et effectivement, dans les objectifs pour obtenir son package, c'est 20 millions de véhicules à horizon, disons, à lui seul. Ils ont les Dark Factory, nous avons Duralex. Effectivement, ça fait un peu peur. Olivier beaucoup plus sérieusement, les chiffres donnent évidemment le tournis. Vous savez que Zuckerberg chez Meta, il embauche des gens à 1 milliard. Hein. Oui. On est dans des salaires à 1 milliard. On est dans un autre monde. On est dans un autre monde. Mais en réalité, les montants
je crois, en fait, sont l'arbre qui cache la forêt. C'est même pas ça qui est important. Comme le disait très bien André, ce qu'il faut absolument comprendre, c'est que l'enjeu de Tesla, c'est de dire est-ce qu'on pilote le changement civilisationnel, le monde de demain, voilà, du monde de demain, mais qui est pas juste une évolution, c'est un changement absolu. C'est-à-dire que je suis très étonné de la façon dont l'arrivée, l'irruption certaine des robots humanoïdes partout autour de nous, dans le monde du travail, pas seulement dans les usines, absolument certaine, c'est une question de moi en fait, ne fait pas de débat, ne fait pas réfléchir. Ça va tout changer, ça va peut-être supprimer une partie importante des emplois, y compris soit très qualifiés, soit pas du tout qualifiés, parce que ça y est, on a la motricité fine, on a à la fois une création de services extraordinaires, on va probablement d'ici 10 ans tous avoir chez nous un robot humanoïde, c'est le prix d'une voiture d'occasion, qui pourra nettoyer, faire la cuisine, faire le cours à nos enfants. On n'imagine pas ce que ça va changer, et surtout on l'imagine pas au sens personne n'en parle. C'est comme si, donc encore une fois, on a les débats des années 80 en fait. C'est complètement dingue, pendant que ça avance extrêmement vite. Je pense qu'il est plus à 1000 milliards près ou même à 500 milliards près. C'est un projet effectivement de civilisation, et plus que ça, c'est un projet comment dire, prométhéen. Il est. Alors est-ce qu'il est post-humain ou transhumaniste, je sais pas, parce que finalement vous savez que l'enjeu maintenant c'est plus bioconservateurs qui ont déjà perdu contre transhumain, c'est transhumaniste versus post-humaniste. Transhumain, c'est la différence, c'est transhumain, c'est on va utiliser toutes les technologies possibles pour nous améliorer, nous upgrader, forme d'eugénisme ou alors upgrade scientifique, enfin technologique, et c'est déjà ce qu'il a avec les comment ça s'appelle, les chips là que vous implantez là, Neuralink, voilà. Avec Neuralink. Et les post-humains, c'est de dire non, mais l'objectif c'est quand même de sortir du corps, c'est d'oublier cette enveloppe mortelle et un peu nulle et d'aller plus loin. C'est ça aujourd'hui, voilà le vrai enjeu idéologique. Donc nous, on paraît très très loin en fait de ces spéculations. Non seulement on rate les tournants technologiques, mais en fait on n'est même pas dans le débat. Voilà, on est comme chacun sait, si on n'est pas d'ailleurs à la table des négociations, on est au menu. Bon, d'ailleurs. Non, mais ce que dit Olivier est important, c'est-à-dire que je vais provoquer encore, mais pendant qu'on en est ça fait des mois qu'on se demande si on va faire une taxe à 2 € sur les petits colis chinois. Et qu'on n'y arrive pas. Non, mais c'est-à-dire qu'on voit pas que dans les années, alors j'étais un peu moins optimiste en termes de calendrier, mais dans les années qui viennent, il va y avoir des objets, des robots à 20 000 $ pièce qui vont arriver, sur lesquels on a mesuré il y a quelques mois, on a mesuré en mars-avril notre dépendance, digitale et numérique aux États-Unis. D'un coup, les entreprises se sont rendues compte que si les États-Unis n'étaient plus un ami, ça posait plein de questions en termes de données, en termes d'accès aux services et tout ça. Oui. Mais on est une fois de plus, l'Europe n'est pas à la hauteur sur ces ruptures, et sur lesquelles par ailleurs on a des savoir-faire, on a des entreprises, on a des ingénieurs et tout ça qui sont parfaitement à niveau. Alors industriellement, on est coincé. Mathieu Penn. Non, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que ces innovations de rupture, c'est aussi l'angle mort de notre politique. Alors, les Américains prennent des risques qui sont considérables, avec des montants qui sont considérables, qui sont stratosphériques, enfin qui posent même d'autres problèmes. Mais c'est vrai qu'on voit bien, on est dans notre soupe budgétaire, sur des ajustements de court terme, sans voir la construction de l'avenir. Heureusement, on a quelques secteurs qui vont augmente la CSG. On va partir plutôt en retraite. C'est vrai que ces enjeux de transformation économique, alors on parlait de l'écologie, mais aussi ces innovations avec l'IA ou ces robots intelligents, c'est vrai que ça va venir assez vite. Ça va venir assez vite et ça va changer l'économie, ça va changer la société, ça va changer la productivité, ça va changer la façon de travailler, mais ça aura des conséquences. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'on regarde un peu les trains passés. Et que ces acquis-là, voilà, on ne peut plus vivre juste sur nos acquis. Voilà, ça, c'est le mot de la fin, André. Ludovic disait tout à l'heure qu'on avait un petit peu de mal, qu'on était tous un peu responsables. Il faut bien voir, regardez, un exemple français, Vandercraft, qui est un petit peu le seul ou un des rares robots humanoïdes européens. Ils ont levé 75 millions d'euros, je crois, et c'était célébré comme une immense victoire. Il faut qu'on arrête aussi collectivement d'être heureux de ce qu'on fait, de ces plans de saupoudrage général, France 2030, Horizon Europe. Le problème de ces plans, c'est comme ils distribuent à tout le monde, personne n'ose vraiment les critiquer, c'est un peu comme la BPI, elle fait plaisir à tout le monde, mais est-ce que réellement tous ces instruments nous permettent de faire des paris ? J'en doute, il faut vraiment beaucoup plus de courage. Merci.